C'était Adler. Ah ouais. Et Adler avait fait une théorie qu'il appelait une théorie de psychologie sociale. Et il expliquait tout par le sentiment de supériorité. Et c'est marrant parce que ça m'avait... Bon, j'avais 15 ans, j'ai dit, ah oui, mais ça c'est une clé pour comprendre le monde. Et il y avait déjà le terme de psychologie sociale. Mais ça, c'est... Après, je l'ai complètement oublié, cet événement-là. Ce qui m'a le plus fait réfléchir, en fait, c'est à la fin de mon lycée. J'ai eu une scolarité extrêmement bousculée. J'ai failli aller en vie active parce que je me suis déscolarisée pour des raisons de crise d'adolescence. Voilà. Ça fait partie de ma vie. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'école, sur la scolarité, sur être bon, être mauvais, qu'est-ce que ça veut dire. J'avais été excellente et ensuite j'ai eu un bac avec les félicitations du jury. Mais entre les deux, j'ai été sur le point d'être déscolarisée. Alors j'ai dû me rattraper et je ne faisais plus que bosser pendant quelques années. Et je suis tombée dans la philo. J'avais un prof de philo qui était inspirant, justement. Personne crochait, moi j'étais la seule. Et ce prof de philo avait développé d'une manière extrêmement intéressante l'idéologie allemande de Marx. Et je suis devenue marxiste, mais marxienne, on dira, hein, théorique, marxiste théorique. Mais comme mon père était un militant, donc il s'est exilé du franquisme, il était militant avec les syndicats, il a créé le Parti socialiste ouvrier à Genève. Enfin, on était dans cette ambiance, il nous amenait aux manifs, etc. Donc, peu à peu, en arrivant à l'université à Genève, j'ai rencontré des groupes, je voulais militer, mais conséquence de cette clé de lecture qui me plaisait. On était tous, à l'époque, révolutionnaires, enfin tous, beaucoup de jeunes. C'était le trend, on va dire. Et puis là, j'ai commencé à militer, à réfléchir, mais surtout à arrêter de réfléchir, malheureusement. Parce qu'il y avait quand même un peu une doxa. Et bon, moi j'étais porteuse de cette doxa. Cela ne m'a pas empêchée, on l'évoquait l'autre soir autour d'un repas, d'être très curieuse sur les phénomènes sociaux. J'étais enseignante, j'ai abouti dans l'enseignement. Donc, petit retour en arrière, excusez-moi, c'est pas toujours très logique, ça vient comme ça. J'ai évidemment, la conséquence de ce goût pour le marxisme, j'ai commencé en économie politique. Pour comprendre l'anatomie de la société capitaliste. Bon, mais on faisait en fait de la théorie des théories néolibérales en économie, des mathématiques financières, du droit public, et c'était pas pour moi. Donc je suis partie en histoire économique. J'ai une formation en histoire économique. Et donc à partir de là, j'ai pu enseigner au niveau du lycée, du secondaire inférieur. J'enseignais l'histoire, j'enseignais aussi un peu le français, j'enseignais l'histoire, j'ai beaucoup aimé, j'adorais, mais j'ai eu beaucoup de classes avec des enfants dits à problème. C'est jamais les enfants qui sont un problème, c'est des problématiques, et puis les enfants, ils sont dans des problématiques. Et ça m'intéressait. Et j'avais envie je me sentais davantage debout pour les questions psychosociales de ces enfants, de ces élèves, que pour l'enseignement de l'histoire à des gosses. Bon, j'essaie de leur donner le goût, mais je voyais que mon orientation était davantage sur des problématiques pas psychologiques, mais plutôt psychosociales. Je voyais déjà
une dimension psychosociale, les phénomènes en classe, comment ça se passait. Tu as des exemples, par exemple? Alors, par exemple, j'insistais beaucoup dans les conseils sur l'entourage familial, mais aussi sur les dynamiques d'une classe. Par exemple, un petit qui était le souffre-douleur de tout le monde. Il se trouve que c'était le seul Suisse. Donc, il y a des phénomènes qui ne sont pas simplement la répercussion des rapports de force sociétaux dans une classe. Il y a des dynamiques micro dans une classe qui font que les dominants peuvent devenir les dominés. Et donc, j'ai vite été sensible, je connaissais rien du tout à la psychosociale, je ne savais même pas que ça existait, telle qu'on la connaît, telle qu'on se définit aujourd'hui. Mais ce genre de problématique, j'y étais sensible. Moi-même, j'avais été dans une classe un peu... C'était une classe d'accueil en France, c'était une classe spéciale. J'ai été sauvée par une petite prof qui me trouvait originale, mais j'étais dans une classe au fond de la cour, donc une classe plus petite, et mes copines et tout ça, ils ne parlaient plus. Donc il y a quand même des choses que j'avais vécues moi-même, et pas tellement en tant qu'Espagnole, mais en tant que la mauvaise élève. Tu es d'abord arrivé en France avant d'aller en Suisse. Non, ça c'est spécial. Donc, en fait, je le fais très court, vous me posez des questions si vous voulez, c'est assez marrant. Donc, moi, je suis née en Espagne et il y a eu des événements auxquels mon père a participé, antisémitistes. Et donc, on avait une partie de la famille en Italie et la fratrie a été dispersée. Bon, on n'était encore pas très nombreux. La fratrie a été dispersée. Moi, je suis restée en Italie, à Rome, jusqu'au début de la scolarité primaire. Donc, j'ai appris à lire, à écrire avec mon arrière-grand-mère. Je n'allais pas à l'école. Et je suis arrivée en Suisse vers 6 ans et demi, 7 ans. Première primaire, ils apprenaient à lire. Et moi, je ne parlais pas le français et je ne parlais pas non plus donc, la langue de l'école et je ne parlais pas non plus la langue de ma famille. Je parlais italien, donc j'étais double allophone. Ça aussi, ça compte parce qu'ensuite, j'ai travaillé sur ces questions. Donc, j'étais double allophone, mais j'ai pris mon pied, comme on dit, c'est un peu désuet, parce que en même temps que j'apprenais la langue, j'apprenais comment se faisaient les sons. J'étais fascinée par le fait que « ou », en français, c'était « o » et « u », c'était pas juste le « ou ». Et donc, j'ai appris, j'ai eu vraiment quelque chose d'assez solide au niveau de l'orthographe. Parce que, bon, ça ne m'a pas servi quand j'étais déscolarisée, mais si, ça m'a servi quand même. Enfin, je n'ai jamais perdu ça et j'ai été sauvée grâce à ce genre de choses. Donc, j'arrive en Suisse, je fais une partie de la scolarité en Suisse, retour en Italie pour une année primaire quand même. Ça, c'est les familles d'exilés qui combinent et un rapport à l'enfant qui n'est pas le même non plus. Bon, bah, quand un enfant... on était 7, donc c'est beaucoup. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Moi, j'ai une fille... Si, je l'ai quand même laissé un peu, mais... Je l'ai laissé quelques mois à Londres avec ma sœur pour renforcer son anglais. Mais bon, voilà. C'est pas très cohérent. Je l'aurais pas laissé. Bon. Donc voilà. Oui, donc... Oui, donc une année en Italie, je reviens, je réapprends l'espagnol, le français je ne l'avais pas trop oublié. Et puis au bout d'un moment, mon père nous a scolarisés en France voisine, sous le prétexte que, enfin c'était sa raison, pour moi c'est un prétexte, mais c'était sa raison,
on allait retourner en Espagne et il y avait un très bon lycée français à Madrid. Voilà, donc on était trimballés de pays et tout ça dans notre scolarité, mais il fallait garder la continuité française. En réalité, je pense que c'était le prestige des études françaises, alors qu'on avait une école magnifique à côté de chez nous, un collège splendide. Voilà, donc on allait en France tous les matins, on prenait le car à 7h15. C'est comme ça. Donc ensuite, j'ai fait l'université en Suisse, on a tous fait l'université, sauf un des frères. Mon père était quand même un intellectuel. On est d'une famille d'intellectuels espagnols. Si vous voulez, je vous dis 2 ou 3 choses là-dessus tout à l'heure, parce que c'est aussi assez intéressant au niveau politique notamment. Mon père a fait une rupture avec sa famille au niveau politique. Il était exilé, il ne pouvait pas retourner en Espagne. Et il allait sur les Pyrénées, puis regardait son pays de loin. Enfin, on a vécu quand même ce goût pour l'Espagne, mais moi j'étais très italienne, évidemment. Donc, à l'université, j'ai continué en histoire économique, je me suis enrôlée dans un groupe politique, militant, etc. Et je dis, j'ai un peu arrêté de penser parce que c'était quand même... c'est terrible, c'était assez fort. Hein. Et puis on était convaincus. Et voilà. C'est doctrinaire. Oui, c'était doctrinaire. Il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais on était dans l'action. Donc moi, je suis passée de la dissertation philosophique, j'adorais, j'ai beaucoup écrit, je les ai encore mes dissertations, à la rédaction de tracts. C'était un style un peu différent. Ça m'a donné une palette. Bon. Il n'y a pas d'antithèse. Et oui, voilà, c'est ça. On était vraiment dans la thèse, antithèse, synthèse, dans la philosophie. Et puis là, il n'y avait pas d'antithèse ni de synthèse. Comment Laurent? Ça, c'est très beau. Il n'y avait pas d'antithèse. Je vais dire ça aux gens que je connais encore vaguement. Où est l'antithèse? Voilà, donc peu à peu, j'ai pris mes distances. Non, c'est pas comme ça. La découverte de la psychologie sociale. À un moment donné, donc mon mari à l'époque était historien, on a fait les études ensemble, l'histoire économique. On a eu une fille et lui, il allait finir sa thèse. Et il a eu une bourse pour aller à Londres. Moi, j'étais enseignante, j'avais ma fille. Et je suis peut-être trop longue, hein, parce que social, j'y suis pas encore. Mais vous allez voir. Donc, il a une bourse pour aller à Londres. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je vais quand même pas suivre mon mari. À l'époque, c'était pas c'était pas dans nos cordes hein, de suivre le mari. D'ailleurs, on s'était mariés pour la nationalité. On était très critiques, on était révolutionnaires. Hein. Et donc, j'ai créé, je me suis inscrite en psycho. J'avais pas tout à fait fini les autres études, où j'avais tout juste fini. Mais je me suis inscrite en psycho, j'étais étudiante, et dans le cadre de ces études-là, j'y allais presque pas, parce que je travaillais, j'avais ma fille, je suis tombée dans un cours de Juan Pérez sur l'influence des minorités actives. Génial! Vraiment, waouh! C'était un cours. Je suis tombée sur celui-là. Mais où alors? À Genève. J'étais en psycho. J'ai commencé la psycho pour devenir psychologue d'école. Parce que je m'intéressais aux enfants qui avaient des problèmes psychosociaux. Voilà, c'est ça. Ça fait psycho, compliqué, hein. Mais je me laisse. Et donc, j'ai dit, on va faire un projet. Il y avait une campagne antiraciste à Londres en 84, mais un truc gigantesque avec, je ne sais pas si à ça tu te souviens, c'était
Ken Le Rouge, c'était le maire de Londres, du Grand Londres. Après, ils ont supprimé le Grand Londres et il avait fait une campagne mais vraiment incroyable. Des initiatives, des informations. C'était très, très important. Et donc, j'ai dit, ben voilà, une campagne, les minorités, etc. Je suis allée étudier ça et j'ai créé un projet un peu de toute pièce. Et j'ai pu avoir, à l'époque, il y avait un peu plus d'argent, j'ai pu avoir une subvention de la ville, une petite bourse des droits de l'homme, je ne sais pas quoi. Puis le tout, ça faisait enfin pas mon propre argent, c'est pas une question d'argent, mais j'y allais avec une indépendance, disons, existentielle. Je justifiais bien, enfin voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, peut-être, ce ne serait pas pareil. Bref, on est allé à Londres. Je parlais vraiment pas très bien l'anglais, vraiment pas. Et j'étais très stressée, mais voilà, j'ai travaillé ça. Et quand je suis revenue, j'avais pris un congé à l'école. Quand je suis revenue, j'ai continué les études et je me suis branchée en psychosocial parce que c'est à partir de Juan Pérez et des discussions avec les psychologues sociaux que j'ai continué et j'ai pu avoir un poste qui était provisoire, un poste sur le Fonds national, avec l'équipe de Muni, de Gabriel Muni. Et je devais concilier l'école et la recherche et l'enseignement, hein, parce qu'on était tout de suite parachutés dans l'enseignement. Donc moi, j'enseignais, puis en même temps, je suivais mes cours. J'étais étudiante et assistante. Et je suis allée voir mon directeur, j'ai dit, écoutez, j'ai recommencé, ça fait 2 mois que j'ai les classes, mais j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de suspendre. J'ai toujours gardé les arrières. J'ai envie de suspendre. Est-ce que vous êtes d'accord? C'était un peu gonflé, hein, quand même. Et puis il dit, si vous trouvez quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a remplacée. Et d'année en année, ce directeur d'école m'a fait une lettre en disant que je renouvelais le congé, que je renouvelais le congé, que je renouvelais le congé. Donc j'avais mes arrières et j'ai pu faire finir les études, faire l'assistanat en psychologie sociale et avoir un poste de maître assistante au bout de la thèse. La thèse était bien sûr sur l'influence des minorités dans le domaine de la xénophobie. Et j'ai fait plein de manip et tout ça. Tu peux peut-être en dire plus là-dessus, sur le contenu des recherches et ton insertion dans l'équipe de Muni, parce que les jeunes ne connaissent pas ces équipes-là ou ces travaux-là. C'est une équipe Pas tous. tout à fait comme je les aime, c'est-à-dire très très bonne convivialité. On était tous copains, on faisait la foire ensemble. Moi, j'étais plus âgée, évidemment. Mais bon, j'avais un appartement, alors ils venaient chez moi. Bon, c'était un peu drôle. On était toute une bande, c'était très sympa. Et Gabriel était très malin, parce que Gabriel a fait une théorie qui chapeautait les différentes modalités d'influence selon la nature de la source, le type de source, si la source est experte, si la source a du pouvoir, si la source est minoritaire, et différents champs sur des tâches qui étaient soit des tâches comme celle de H, c'est-à-dire tâches non ambiguës, hein, parce qu'il y a pas mal de manip sur l'effet H. Des tâches où c'est l'expertise qui est en jeu. Donc, selon si la source est experte ou pas experte, quels effets d'influence, influence minoritaire, directe, indirecte, différée. C'était très élaboré. Ça s'appelait la théorie de l'élaboration du conflit. Le conflit était au centre de tous les effets d'influence. Entre parenthèses, ça m'a servi dans ma vie académique. Pourquoi? Parce qu'il y avait une distinction qui vient de Moscovici. Vous connaissez
qui est la régulation épistémique ou la régulation relationnelle du conflit entre source et cible. Si on est dans le relationnel, il y a conflit d'identité, il y a les effets d'influence sont entravés. Si on centre l'attention des cibles sur l'objet et qu'on discute et que ce n'est pas l'identité premièrement qui est en jeu, eh bien, on peut amener les personnes à valider l'objet, même de manière différée ou indirecte. Ça, c'était au centre et dans toutes les modalités d'influence. Enfin, dans tous ces domaines, c'était évidemment bien tableau, tout ça, très carré comme ça. Mais l'équipe se retrouvait dans la tech, mais avait une partie de la tech. Et donc, on se marchait pas dessus. C'est malin, hein? Donc, moi, j'avais les tâches d'opinion. Ce que j'aimais, c'était les questions, justement, de xénophobie, de racisme, de rapport à l'autre, tout ça. Et donc, j'ai travaillé dans le domaine de la xénophobie. Alors, bon, à la fin de la thèse, on était 2 au portillon. Ça avait commencé. Ah oui, je disais pourquoi ça m'a servi, la régulation relationnelle. Parce que dans ma vie académique, lorsqu'il y avait des tensions, lorsque je prenais une position sur un objet, je l'ai fait ici à l'ULB, quand même plusieurs fois. Après, il y avait de l'animosité, évidemment. Pas avec vous, hein, c'était de l'autre côté là-bas. Hein. Et moi, j'étais toujours super gentille et super sympa et tout ça parce que la régulation, elle était épistémique pour moi. Et je distinguais bien ces 2 domaines. Donc, je ne me suis pas fait tellement d'ennemis finalement. Ça m'a servi. Ça m'a servi. À Genève, c'était moins évident. Mais je viendrai après. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors oui, on était 2 au portillon. Quand tu dis au portillon, ça veut dire qu'il y avait un poste. Il y avait un poste fixe. Oui. Et c'est ça à la fin de ta thèse ou à la fin d'un mandat? À la fin de ma thèse. Mais c'était aussi la fin de notre mandat d'assistant. Donc il y avait déjà un poste fixe juste après la thèse. Après, on pouvait devenir maître assistant chez Muni. Ah oui, c'est ça. Mais on ne donnait pas 2 maîtres assistants au même prof. Ouais. On donnait 2 assistants à un maître assistant. Et donc, mon collègue, il était un peu tendu avec ça. Moi, je m'en fichais un peu plus. Mais quand même, voilà, mon collègue venait me raconter, on était très copains. Mon collègue venait me raconter les cauchemars qu'il faisait, comme quoi je sabotais j'inscrivais dans la thèse des insultes aux profs. C'était des cauchemars, puis ils venaient me les raconter, c'était assez drôle. Et puis, bon, ça c'est l'anecdote, hein, mais j'avais vu, il y avait quand même une politique de promotion des femmes, il n'y avait pas tellement de femmes, et c'était, la clause que j'avais vue, c'était si une femme veut avoir un poste, par exemple de maître assistante, ou le prof peut avoir le budget d'assistant et la faculté met la différence. Ah oui, oui. Donc je suis allée avec ça et j'ai dit bon, il n'y a pas de raison de se retirer. Muni peut défendre ça, comme quoi il a besoin de ses 2, et c'est ce qu'il a fait. Et les 2, on a été engagés comme maître assistant. Alors, il avait un assistant de moi, mais il avait une équipe qui fonctionnait depuis longtemps, ensemble. Et voilà. Bon, moi, à un moment donné, j'aime bien le changement. Je ne sais pas. J'ai commencé à m'intéresser à la thérapie de famille. J'ai fait des séminaires en thérapie de famille. Je trouvais ça extraordinaire. J'ai fait une formation et je voulais devenir thérapeute de famille. Voilà, ça arrive. et puis
en même temps, il y a eu un poste de chargé, ces titres qui ne veulent rien dire, chargé de projet. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, chargé de projet en sociologie de la famille. J'ai dit, allez, j'y vais, tout ça. Et j'ai commencé à faire chargé de projet dans un domaine, mais qui m'était complètement étranger. Puis c'était pas évident. Puis en même temps, j'ai eu un poste d'enseignement de méthodologie à l'université de Lausanne. Je n'aime pas beaucoup la méthodologie, jamais la théorie. Stats, méthodologie, la thérapie de famille, j'aimais bien, mais tout ça. Et en plus, j'avais divorcé et le doyen de l'université de Lausanne était mon ex-mari. J'étais pas très contente de classe. Je préférais un peu voler de mes propres ailes. Et un jour, ma copine Xenia, Assad, notre copine Xenia, qui était à Athènes, avec qui j'avais pas mal travaillé, elle était à Paris. Oui, je me rappelle. Tu te rappelles? C'est toi qui lui as parlé. Non, Xenia t'avait dit, ah, mais Margarita. Mais oui, je vous ai rencontré toutes, je crois, à Surrey. Voilà. Voilà, Oui, oui. mais nous, on t'a découvert quand même à Genève. Hein, Oui, 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 je sais. quand même. Mais tu sais quelle année c'était? Hein? Tu sais en quelle année c'était? Ton voyage à Genève? L'année, dans les années 90, mais exactement quand, je Oui. ne me rappelle plus. C'est ça, même début des années 90. Oui, oui, c'est. Donc, Xenia ou Assad m'ont parlé d'un poste à Bruxelles. Ma fille venait de terminer l'école, la maturité, c'est le bac. Et j'ai dit, je pars. Je postule, j'ai été prise. Et je suis partie, et tout le monde me disait, mais t'es dingue ou t'es courageuse? Moi, je ne comprenais pas très bien pourquoi. J'avais été trimballée dans ma vie. Ben, finalement, je pouvais être à Bruxelles, venir à Genève. Mais quand même, j'ai sous-estimé le problème de s'arracher à un âge quand même assez avancé. J'avais quel âge? J'avais 45 ans. Donc, tout mon réseau, mes amis, qui étaient plus très militants, enfin, un peu, mais moins. Et puis, j'avais tous les copains, les collègues de psychosocial et tout ça. Pas évident. Bon, ils étaient super quand je rentrais, tout le monde se rassemblait, on se voyait, tout ça. Mais j'arrivais pas. D'abord, j'avais un petit logement à Genève. Les voyages, le logement, ça me coûtait beaucoup trop cher, c'était intenable. Mais j'ai quand même navigué comme ça pendant, 10 ans. Hein. Pendant bien 10 ans. J'étais très heureuse. Ici. J'ai pu développer justement ce que j'aimais. C'est-à-dire les questions que nous pose la société et pour lesquelles, ou les étudiants, et pour lesquelles on n'a pas suffisamment de réponses. Et je trouvais, par exemple, sur les questions de différence hommes-femmes, on va le dire comme ça, des étudiants, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et j'ai travaillé ces questions pour moi, pour comprendre aussi, pour avoir des réponses, même si elles sont provisoires, partielles, réformables, amendables. J'ai travaillé pour moi. J'avais une Annalisa, mon assistante, qui faisait une thèse sur le plafond de verre. Et j'ai dit, mais moi, je dois comprendre, ça ne va pas. Je dois comprendre même la préhistoire de ça. Voilà. J'ai eu, disons, quelques insights qui m'ont permis quand même de discuter sur des bases avec des auteurs qui m'ont permis de comprendre le masculin, le féminin, toute la dimension symbolique. J'ai adoré.
Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, et ça s'est répété avec la question de la xénophobie et du racisme. Évidemment, j'avais lu, on avait la tech, il y avait plein de choses, mais néanmoins, j'aimais pas les réponses toutes faites, j'étais pas satisfaite. Et je dois dire qu'à Bruxelles, c'était peut-être un peu la niche, parce que là, en Soco, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, hein, on fichait une paix royale. C'est-à-dire, j'avais pas vraiment d'équipe, j'avais pas j'étais plutôt ici. Vraiment, à partir de vos soutenances de thèse, on a commencé à discuter, à faire des choses ensemble, c'était magnifique. Donc moi, j'étais aussi dans ton équipe à ça, hein, finalement. Je voilà. sais. Et ça, c'était formidable. Et sur la xénophobie, avec ma thèse, je voulais écrire un petit livre pour les étudiants, tout ça. Il y avait des manips dedans. J'ai dit, je dois quand même produire quelque chose. La production, c'est important dans nos carrières. Et j'avais soumis ça, un peu par-ci, par-là. Et puis, je l'ai soumis à Moscovici, aux presses universitaires de France. Ah. Et là, un jour, il me répond, oui, on prend le livre, tout ça, très bien. Et je lui ai envoyé, je crois, déjà un bout. Et puis il me dit, je vous dis l'anecdote parce que c'est souvent des petites histoires qui font qu'on va là, ou qu'on va là, ou qu'on a des flashs, et tout d'un coup, c'est ça. Et là, je l'ai un jour au téléphone, et puis il me dit, il était un peu comme ça, c'était une discussion où il parlait avec une voix très basse, comme ça, très... Vous avez pensé à l'autre? Puis moi, je reste au téléphone, puis je dis, pardon? Oui, à l'autre. Mais quel autre? L'autre de quoi? C'était pas un concept qui existait en psychosocial. Je dis, ah, l'autre, ah oui, ah, l'altérité, ah oui, d'accord. Et là, rebelote, travaille sur l'altérité, sur la notion d'autre. Mais je n'arrivais pas à articuler ça, le racisme, la xénophobie, et j'avais l'ambition de comprendre un petit peu, pas comme la tech, mais, mais quand même. Des fois, je me disais, mais j'y comprends rien. Et j'étais quand même historienne un peu, hein. Donc j'avais besoin de ça. J'avais besoin de comprendre les choses un peu historiquement. Et pof, l'autre. Et puis il y a eu un joli hasard. J'avais pas de cadre théorique, j'avais la psychosociale, mais ça suffisait pas. Puis sur l'autre, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il y a eu Jodelet. Mais Jodelet, Denise Jodelet, oui, elle avait écrit vaguement un texte, avant le texte qu'elle a écrit pour nous, enfin pour nous, pour le livre qu'on a écrit sur l'autre, là c'est pour nous. Là, c'était, voilà, tranquille, c'est nous. Mais ça vient, au début, j'étais paralysée, vraiment. Moscovici, vraiment, oui, ça c'était stress. Et un jour, moi, je faisais un peu les librairies. J'avais du temps, j'avais plus de famille, j'avais plus rien. Plus de maman, plus de frères et sœurs. Je les voyais à Genève, mais ici, c'était bien pour ça. Et un jour, je regarde un peu les nouveautés aussi en philo et je tombe sur Axel Honneth, inconnu au bataillon. Hein. Moi, je ne connaissais même pas son nom. Après, il est devenu très célèbre. Mais à l'époque, c'est un hasard de librairie. Et j'achetais souvent des livres, mais je ne les lisais pas forcément. Celui-là, je le prends. Le seul livre que je prends, je rentre chez moi, je le lis de A à Z. J'ai dit,
I got it. Donc, j'ai dit, mais ça, c'est la théorie de la reconnaissance, c'est super intéressant. Ça me permet d'articuler tout. C'était une aventure, hein, vraiment fascinante. Tu veux en dire plus peut-être sur comment tu articules racisme et reconnaissance et xénophobie? Ah oui. Donc la théorie de la reconnaissance, c'est quand même une théorie assez psychosociale au sens où il y a toute la dimension subjective qu'il n'y avait pas tellement dans l'anatomie de la société capitaliste que je voulais étudier avant. Donc c'est vraiment, moi je suis devenue psychologue social à fond, hein, avec toutes ces années. Et d'ailleurs c'est curieux parce que on a quand même un entre-soi incroyable, les psychologues sociaux. On a une vision du monde. On a une vision du monde. Et ma fille parlait à ses copines de la RDDC. Ah ouais, là, tu fais de la réduction de la dissonance cognitive. Donc, j'avais déjà les concepts que ma fille a hérités. Parce qu'on a vraiment une vision du monde. Parenthèse. Donc, sur la reconnaissance, c'est une théorie subjective, mais c'est une théorie aussi qui tient compte de la superstructure, si on veut, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles sont les groupes, des horizons d'attente qu'ils ont. Comment il appelle ça, honnête, il dit pas superstructure, c'est pas son terme, je sais plus, mais on est conditionné, donc c'est pas que subjectif, on est conditionné, et c'est par les luttes pour la reconnaissance que s'opère le changement historique, le changement social, le changement historique. Et puis il a distingué des sphères de reconnaissance, la sphère juridique, la sphère des droits, qui nous détermine en tant que personne. C'est ça, c'est que ces sphères de reconnaissance qui nous donnent des droits, évidemment des possibilités économiques, aussi financières, des possibilités d'épanouissement. Donc il y a la sphère des droits, il y a la sphère de l'estime sociale. On a besoin de la reconnaissance par les autres, de nos capacités, de nos compétences, de ce qu'on vaut. Et je crois que c'est L'amour. Ah oui, l'affaire de l'amour. Honnête, moi je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais pour l'amour, hein, c'est pas ça. Je n'ai pas utilisé beaucoup, mais l'affaire des relations interpersonnelles. Donc, ce que j'ai fait, donc on est reconnu si on a des droits, on est reconnu si on a l'estime, on est reconnu si on s'épanouit dans ses relations personnelles. Tout ça, ça peut interagir, bien sûr. Dans le travail que je fais aujourd'hui, je vois que la privation de droit empiète sur les relations interpersonnelles. Hein, je travaille sur les requérants d'asile. Et ce que j'ai fait avec le racisme et la xénophobie, c'est de changer un petit peu, d'historiciser les sphères de reconnaissance. Il faut arrêter. Non, il y a un truc qui sonne dans ton bureau. C'est comme une alarme incendie, donc j'avais un peu peur. Ouais. C'est l'incendie. Non, c'est un réveil dans son bureau, je pense. La fin de la sieste. Donc, je les ai horizontalisés en quelque sorte, les sphères de reconnaissance, au sens où j'ai essayé de comprendre ou de lire les questions de racisme à l'époque moderne, parce que la reconnaissance est une théorie pour la modernité. Auparavant, la reconnaissance venait de l'ordre dans lequel on appartenait. C'était l'honneur, c'était un ordre social. C'était pas les droits pour tous, c'était pas l'estime en tant qu'individu. Et donc la rupture, elle s'est faite dans les temps modernes avec ces changements dans les types de reconnaissance accordés aux personnes. Et les droits universels, par exemple, c'est une sphère qui a permis à des minorités d'aspirer aux droits universels.
Et il y avait plein de justifications pour exclure des droits universels des groupes qui ont été racialisés pour cette raison. Donc, pour pouvoir les exclure, parce que sinon, ça ne tient pas. Les pays qui sont démocratiques, ils ne peuvent pas exclure sans qu'il y ait une justification majeure. Et là, il y a d'autres auteurs aussi qui ont dit, par exemple, Myrdal, le dilemme américain, c'est vraiment, les Américains, ils ont ce dilemme, ils doivent raciser pour pouvoir défendre et continuer à défendre l'idéal universel des droits universels. Ce qui fait que les groupes exclus des droits se sont battus pour les droits. Dans une des premières époques du racisme moderne. Ou alors, on peut avoir des facteurs d'explication dans le nazisme qui a exclu des droits universels et qui a racisé aussi à sa manière avec une logique, alors là je me suis plus inspirée de Taguieff, une logique d'extermination plutôt qu'une logique de colonialisme ou de domination. Donc, tout ça, je l'ai un peu mis en forme dans ce livre. Le racisme colonial, les distinctions entre les différents racismes, l'exclusion ou l'aspiration, l'exclusion des droits universels ou l'aspiration aux droits universels. Et puis ensuite, très intéressant, le passage du moment de l'acquisition, on va dire un moment, théoriquement, de l'acquisition des droits à la perpétuation du racisme, sous d'autres formes, sous des formes de privation d'estime, justement. Et là, ça permettait aussi de mettre en perspective ce que les psychologues sociaux ont davantage travaillé, c'est-à-dire le racisme indirect, les différentes formes de néo-racisme, etc., et la réaction des minorités, qui n'est pas une réaction de demander forcément des droits, mais de dire « Black is beautiful », ou de dire « on est tout aussi bien et on est créatif ». Et donc, il y a toute la question aussi de Tajfel, de créativité sociale. C'était vraiment un chantier où les articulations devenaient possibles. Et alors ensuite, moi, j'ai conceptualisé, c'est un bien grand mot, j'ai un peu envisagé une troisième phase, finalement, de demande de droits de groupe ou de droits individuels, et c'est l'émiettement, beaucoup des luttes. On a travaillé un peu ça avec Laurent, avec aussi un aspect victimaire, tout ça. Donc, je trouvais que pour moi, ça tenait plus ou moins, quoi, cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai d'ailleurs écrit pendant la canicule, tellement j'étais prise dans cette histoire. Et alors, la xénophobie. La xénophobie. C'est différent, la xénophobie. J'ai utilisé, une expression de Moscovici dans le racisme. Il s'agit de l'autre de l'homme. Dans la xénophobie, c'est un homme autre. C'est un homme. C'est un homme autre. Et on le prive de droits sur des justifications nationalistes. C'est évidemment, il y a la peur de l'étranger, mais on a fait aussi un peu de travail historique sur cette peur de l'étranger qui vient de loin. Mais il n'y a pas eu que la xénophobie, il y a eu la xénophilie, les Grecs qui distinguaient les barbares, les Grecs, tout ça. Donc l'aspect historique, à mon avis, il est fondamental, l'aspect historique. Et l'aspect symbolique aussi, dans le traitement de ces questions. Donc j'ai pu aussi un petit peu mettre mes manies, parce que elles ont pris moins de place. Mais j'ai parlé aussi de travaux sur la question de la xénophobie, de l'aspiration aux droits de l'homme. Parce que moi, j'avais fait
le conflit entre les réactions xénophobes et puis quand même le cadre idéologique des droits de l'homme, et tout le monde s'y reconnaît, enfin beaucoup de monde s'y reconnaît, même des gens qui se disent, qui sont contre l'invasion étrangère, souvent se reconnaissent dans les droits de l'homme, l'invasion étrangère. Non, il y avait vraiment beaucoup de choses, mais je ne les ai pas beaucoup opérationnalisées. C'est-à-dire que après, moi j'ai un peu arrêté j'ai fait quelques expériences, mais j'étais moins penchée sur les expériences. Et à un moment donné, j'ai eu un peu une crise, j'ai voulu retourner en Suisse. L'âge faisant aussi les choses, étant à quand même, de moins en moins d'années de la retraite. Je me suis dit, mais bon, quand même, si j'ai des petits-enfants, moi j'adore les enfants, si j'ai des petits-enfants et tout, comment je vais faire? J'ai un peu flippé. Et donc, excusez-moi, j'ai un langage, mais je ne suis plus académique. Hein. Comme retraité, je peux me permettre plein de choses. Ils ont déjà entendu pire. Ouais. Et donc, j'ai fait, alors c'était assez difficile, parce que j'étais très... je pense que j'ai fait une dépression. Ma fille m'a pas beaucoup... Enfin, ma fille, elle a été un peu dure, parce que j'ai renoncé à un poste à Lausanne, rebelote Lausanne. J'étais favorite, enfin, on est toujours défendu par quelqu'un, puis il y a des enjeux et tout ça. J'étais soi-disant favorite. Et au dernier moment, j'ai renoncé, j'y suis pas allée. Et ma fille m'en a voulu. Ah, tu veux partir de la Suisse, tout ça. Et pourquoi tu n'as pas voulu? J'ai pas voulu retourner à Lausanne. En plus, c'était en lien avec le Technicum, enfin l'école polytechnique. Aller à Lausanne de nouveau, je ne sais pas. Puis en plus, j'étais en concurrence. Et ça, c'était pas possible. J'étais en concurrence avec 2 collègues qui étaient des très bons amis. Moi, ça me mettait super mal à l'aise. J'arrivais pas. Ça, c'est vraiment des choses qui existent, quoi, qui sont pas faciles. Il y a eu tout un ensemble de choses, et puis je sais pas, quelqu'un tout d'un coup qui m'a dit, mais franchement, tu vas pas troquer l'ULB, le prestige de l'ULB, je sais pas. Peut-être ça m'est rentré dans l'oreille, et puis je me suis accrochée à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était une période très difficile, et où j'ai dû travailler avec eux pour des postulations, d'autres postulations. Après, j'ai postulé en sociaux, j'ai postulé encore un autre poste, académique, bref. Je ne les ai pas eus. Et j'ai eu un poste dans une école de travail social. C'était une toute autre culture. C'était très contraignant. Apparemment, c'est tranquille, mais c'était très contraignant parce qu'il fallait ramener de l'argent, c'est-à-dire avoir des fonds pour pouvoir rester en poste. Et la pression était énorme. Et il y avait beaucoup de paperasse, beaucoup de réunions, de ces réunions qui sont relationnelles, qui ne sont pas épistémiques. C'est ça qui m'énervait. Des réunions, mais vraiment, mais à n'en plus finir. Et puis il y a la régulation le lundi matin. Et puis moi, je supportais pas. Moi, j'aime les réunions quand on travaille sur quelque chose. Et ça m'était un peu insupportable. Bref, j'ai fait quand même 3 ans, un peu plus. Et il y a eu des choses que j'ai beaucoup aimées. Beaucoup aimées. C'est par exemple des groupes de professionnels avec qui je faisais la pratique réflexive. C'est-à-dire qu'ils amenaient les problématiques qu'ils avaient dans leur profession
comme directeur. C'était une formation pour des directeurs d'institutions sociales. Et ils amenaient les problèmes, ils faisaient un petit résumé, tout ça, ils les amenaient, puis on avait travaillé ensemble. Et alors moi, j'ai utilisé la psychologie sociale à fond, mais d'une autre manière. Et j'ai adoré ça. Tu peux donner un exemple aussi, peut-être pour rendre ça plus concret? Alors, les exemples, il y en avait plein. Des exemples de chefs qui étaient aux prises avec, par exemple, les parents dans une crèche. Et puis, peu à peu, on arrivait à découvrir la peur de ses parents. Le travail sur... La personne n'était pas du tout consciente qu'elle avait peur. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là de la peur. Et puis, je sais pas, après, alors je peux vous donner 1000 exemples parce que j'ai fait un peu la même chose avec les enseignants. Et avec les enseignants, j'ai aussi importé donc la théorie et tout ça de la psychosociale, mais aussi cette pratique des directeurs, les conflits entre les groupes de directeurs ou avec l'équipe. Il y avait toutes ces problématiques-là. Et j'amenais les questions de régulation, les questions de conflit, les questions j'ai pris aussi chez Goffman des choses sur comment on se met en scène, comment on est vu de tous les côtés. Enfin, c'était ce genre de problématique. Et les gens appréciaient, et ce qui était pas mal, c'est qu'on suivait les situations. Ça, j'adorais. Mais tout le reste était un peu pénible. Les gens étaient très sympas. Mais les réunions, c'était assez pénible. Et puis, le problème, c'est que je devais, en même temps, j'avais été engagée comme prof, parce qu'ils ont été promus profs, une sorte de convergence entre les universités, les écoles sociales. Il y a les profs, alors les profs, ils doivent publier. Puis en même temps, il n'y a pas cette culture-là. Alors, je le faisais en même temps. C'était très lourd, et ce qui a été déterminé, enfin je le crois, ça a été quand même très important, c'est qu'il m'engageait à 75%, alors que je considérais que je travaillais à plus de 100%. Et je trouvais ça pas juste. Alors après, j'ai connu quelqu'un, aussi par hasard, c'était un prof de Genève, qui avait organisé un colloque à Lyon sur la reconnaissance. Puis comme la reconnaissance, c'était pas encore, à l'époque, c'était pas connu, j'ai dit, tiens, il y a quelqu'un qui travaille sur la reconnaissance à Lyon. Puis j'y étais allée, j'avais pas de communication, j'étais allée juste voir, écouter. Et on est devenus assez amis, je l'ai revu à Genève. Et puis lui, il m'a dit un jour, il y a un poste qui s'ouvre. En sciences de l'éducation, en sciences de l'éducation, sur l'interculturel. J'ai dit, mais c'est pas pour moi. Moi, je connais bien, en fait, je suis pas interculturel. Je suis pas en éducation. Il m'a dit, si, postule. Moi, j'ai fait des pieds et des mains pour faire. Là-bas, il y a des leçons probatoires et tout ça. Le CV, ça allait, parce qu'avec Muni, puis avec cette belle équipe, bien quand même. Et bon, j'ai été prise là, mais finalement, c'était tout à fait ce qu'il me fallait, parce que je mettais ensemble, moi j'aime bien m'être articulée, et en fait, je mettais ensemble tout le travail à l'école, avec les élèves, qui me plaisaient beaucoup, et la question du racisme et de la xénophobie, et la question de la pratique réflexive, il y avait tout. Il y avait vraiment une synthèse pour les années à venir. Et j'ai adoré l'enseignement. Je faisais justement des cas. Je faisais du travail sur les situations. Beaucoup avec des films aussi. J'avais beaucoup d'étudiants, donc avec des films. J'introduisais aussi des exercices sur les stéréotypes. Qui suis-je, des tas de choses comme ça.
qui était intéressant, toute la perspective du conflit, de l'opinion, dans un monde qui de plus en plus est sur l'identitaire, l'importance de travailler aussi sur des objets, sur des idées. Et ça me motivait beaucoup. Dans un de mes cours, je partais du film les 11, combien ils sont 12 hommes en colère. C'est génial. Et là, je faisais un tableau noir, les choses relationnelles, l'épistémie, l'influence, tous les phénomènes d'influence sociale, c'était magnifique. C'était génial, vraiment génial. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai dû me faire les réseaux en éducation, en interculturel, donc c'était assez lourd. C'était intéressant. Et puis, j'ai eu l'idée J'avais une collègue qui travaillait sur l'enseignement coopératif, qui était psychologue sociale. Et j'avais un petit peu travaillé avec elle. Et un jour, elle m'a dit, « Ouais, mais pour moi, il y a un truc, il faut la langue. Si les enfants, ils parlent pas, on a beaucoup d'étrangers, d'allophones à Genève. Si l'enfant ne parle pas la langue, il ne peut pas entrer dans un dispositif coopératif. » Et moi, j'ai dit, mais puis si on essayait un dispositif coopératif avec les langues d'origine? Et on a fait ça. On a fait un dispositif coopératif avec les langues d'origine. Dans certaines classes, sur 22 élèves, il y avait 17 langues. C'était incroyable, incroyable. Et donc, on a utilisé les ressources des parents. C'était des classes très hétérogènes avec des enfants de fonctionnaires internationaux et de diplomates. Une école qui était située là où il y a les organisations internationales, mais il y avait un centre de requérants. Un centre de requérants. Alors, dans les mêmes classes, il y avait des enfants qui avaient eu des vies pas possibles et qui étaient en centre de requérants d'asile, son droit et tout, le droit à la scolarité, mais pas les droits des parents, et des enfants de classe moyenne, et aussi les immigrés de plus vieille date. Enfin, c'était très, donc, très, ils très, coopéraient dans des langues différentes parfois. Donc, deux enfants parlaient dans une... Alors, on ne faisait pas tout dans la langue, mais on avait des exercices où chacun amenait des réponses dans sa langue, et donc il familiarisait les autres à comment on dit tel mot, telle expression. On avait fait sur le loup, par exemple, l'histoire du loup. Alors le loup, c'est une figure pour nous particulière, mais ailleurs, ça n'a pas la même signification. Alors on travaillait aussi sur le type de figure, de peur pour l'enfance. C'était très intéressant, mais très prenant aussi. On travaillait avec les enseignantes, on avait tout un pool de traducteurs et d'interprètes. Enfin, c'était... Voilà, donc c'était ça. Et oui, alors, aujourd'hui, je travaille sur la question des requérants et j'y ai travaillé quand j'étais à l'école sociale. Parce que comme il fallait absolument faire des projets, pour pouvoir survivre. Un jour, il y a quelqu'un qui est dans une réunion qui a dit « On nous propose un projet sur les requérants non entrants en matière. » Non entrants en matière en Suisse, c'est qu'on arrive comme requérant et l'autorité dit « Non, on ne regarde même pas votre situation, renvoyez d'office. » Et c'était expérimental, il y en avait 10 000. Expérimental, et donc j'ai travaillé avec une équipe sur cette question-là, ça s'appelle la construction de l'invisibilité, le livre, parce que les personnes, on mettait tellement la pression pour qu'elles partent, et on utilisait le dispositif d'accueil pour les dissuader de rester. Donc c'était des conditions épouvantables. Et là, on a étudié 4 cantons suisses, avec des modalités différentes, parce qu'il y a le fédéral qui délègue au canton
Et c'était très intéressant de travailler aussi avec des tiers, hein, des partenaires qui étaient sur le terrain, beaucoup d'interviews. Etc. Et c'est sur cette lancée qu'après l'université, comme j'aime bien l'articulation, je me suis dit, c'est dommage de laisser ce champ. Et donc, j'ai proposé de faire un projet, une demande de Fonds national sur la scolarisation des enfants de requérants d'asile. Et là aussi, on doit avoir évidemment un immense dispositif de traducteurs, d'interprètes. Et on a eu une chance vraiment, enfin une chance. J'ai saisi l'opportunité pour pouvoir avoir accès aux enfants. Et donc, on a des entretiens d'enfants. Et pas des entretiens juste comme ça, des tâches scolaires, des évaluations en langue d'origine. Et ça, c'est incroyable, parce que dans les évaluations en langue d'origine, on voit ces enfants privés d'école, déscolarisés, ont appris des choses d'une manière étonnante, soit avec des tiers, avec des connaissances, dans des mosquées, dans toutes sortes de combines, et venaient avec des savoirs. Alors que ces gosses, dans la direction, on disait « Ah, jamais été à l'école », on les met dans une classe de scolarisation. Et donc moi, c'était pour prévenir cet effet de relégation que j'ai dit « Bon, bah, écoutez, je trouve de l'argent, on fait des évaluations en langue d'origine dans l'école. » Dans l'école où on était déjà, on faisait la coopération et tout ça. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on a couplé ça avec des entretiens de parents. C'est le livre que je suis en train de terminer maintenant, cette recherche-là. Tu continues alors. Je continue ça. Je continue ça. On verra. Je fais aussi d'autres choses, hein, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, moi, je ne pouvais pas faire énormément de choses en dehors du travail. Après, j'ai eu des petits-enfants et tout. C'était ma mère qui est très âgée, les petits-enfants, un compagnon, tout ça. Et j'ai fini en burn-out. Ouais. Le travail académique. Alors, en sciences d'éducation, il y avait les mêmes réunions qu'à l'école sociale. Tu disais, non, mais pourquoi ça me persécute? Donc, c'était lui. À l'USB, il n'y avait pas de réunion comme ça, tu trouves? Ah, si, partout, il y en a. Partout. Partout, mais c'est pas pareil. Le problème à l'université, là où j'étais, c'est qu'il y a une logique académique. Plus, pas articulée, plus. Hein, c'est une logique de formation professionnelle, d'école professionnelle. Pareil, je vous donne un exemple. On faisait des examens. Beaucoup d'étudiants, correction, tout ça, des examens universitaires. Ça devait être doublé de séances avec les étudiants qui se destinaient à l'enseignement. Et on faisait des séances ad hoc avec des dossiers et l'entretien individuel à 2 profs, entretien individuel de tous les candidats. Pourquoi? Parce que les stages pratiques étaient ouverts pour 100 personnes. Alors, parfois, il y en avait 102 ou 105, et puis il fallait se farcir tout cet immense dispositif d'évaluation en plus des examens. Moi, je critique ça, mais les gens, ils continuent à le faire. Hein. C'était dingue. Merci beaucoup, je trouve que ce serait intéressant d'avoir quand même un petit échange avec la salle et les personnes qui nous suivent. Non, on s'est jamais parlé comme ça. Non, merci pour ça. Mais c'était passionnant. C'était un beau voyage. Un beau voyage. Donc, on t'écouterait encore pendant tout l'après-midi, mais comme on va devoir laisser libérer un certain moment. Est-ce que vous avez des questions, Margarita?
sa carrière, sur ses idées. J'ai juste envie d'acheter tous vos livres, donc je suis en train de regarder où est-ce que je peux le procurer. Claudia? Ah, Claudia. Bonjour, voilà, merci pour ce témoignage. Ça, voilà, ça fait beaucoup écho à moi. Voilà, en tout cas sur certains aspects, j'ai été aussi moi-même dans plusieurs universités, plusieurs pays. Je pense que je vois un peu ce que ça, voilà, ce que ça signifie, en tout cas en partie. Voilà, je voudrais, vous l'avez abordé un peu, mais voilà, j'aurais envie de vous poser la question de manière plus directe. Est-ce que le fait d'être une femme, qu'est-ce que c'était d'être une femme, voilà, dans votre parcours? Est-ce que vous voyez un lien voilà, entre ça? Est-ce que vous avez perçu des obstacles directs ou indirects? Ben voilà, on connaît bien les recherches sur tout ça. Et est-ce que vous pensez que ça a fait partie de l'équation et voilà, de votre trajectoire, de fait d'être attiré ou de vouloir aller dans plusieurs endroits? Voilà. Est-ce que le genre fait en quelque sorte partie de l'équation ou voilà, pas du tout? Oui. C'est une question, voilà. Alors, il fait partie de Voilà. l'équation. Il fait partie de l'équation, mais curieusement, je dirais que, comment dire ça? Quand j'ai travaillé sur le plafond de verre, c'est pas par hasard. Pour moi, il y avait des contraintes comment dire, des contraintes un peu à supprimer la féminité. C'est-à-dire, pour moi, la question de l'accès des femmes à des positions de responsabilité et de pouvoir venait aussi d'une réticence acquise, bien sûr, aussi dans l'éducation, justement à effacer ou à donner moins de place aux questions plus relationnelles, à perdre des copines, à s'isoler. Moi, j'avais peur de ces postes-là. Je ne voulais pas le pouvoir. Et donc, ce qu'on a fait avec Anna, c'était intéressant parce qu'on a fait une manip, notamment, où il y avait l'accès à des postes de responsabilité, mais à des postes définis d'une manière démocratique, relationnelle, avec des dimensions qui ne sont pas forcément les dimensions majeures dans les travail aujourd'hui, on va dire, je sais pas. Et puis un poste plus taillé pouvoir, d'accord, plus autoritaire et tout. Puis on voyait que avec des échelles de féminité, masculinité, androgynie, tout ça, les échelles de BM, hein, que les femmes féminines, elles aspiraient à des positions de responsabilité, mais elles allaient plutôt dans ce sens-là. D'accord ? Dans le sens relationnel, plus démocratique, plus un leadership un peu différent. Moi, j'ai toujours pensé que je suis plus vraiment dans le coup, je sais pas c'est différent aujourd'hui, mais à mon époque, en tout cas, moi je pensais que c'était une chance d'être une femme et de recruter des femmes pour hiérarchiser autrement, pour humaniser ou changer aussi les valeurs, pas seulement les personnes, mais pas seulement l'accès au pouvoir. Et pour moi, c'était très important ça, et ça m'a toujours motivée. Il y a eu une motivation comme femme aussi d'être, de faire une carrière, mais bon, moi j'étais prête à faire de la thérapie de famille. Je suis pas très portée, et d'ailleurs j'ai été une piètre leader hein, à Genève, pas très bonne. Hein. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. J'avoue que j'ai pas rencontré d'obstacles en étant une femme, mais plutôt des freins.
des freins psychosociaux, culturels, voilà, c'est ça. Parce que bah, j'ai eu l'idée maligne de faire en sorte d'utiliser la question des possibilités ouvertes aux femmes, puisque j'ai pu être recrutée comme maître assistante. Mais les obstacles, c'était plutôt ça pour moi. Et en fait, je voulais dire quelque chose et j'ai perdu. Et donc la distinction que tu fais entre freins et obstacles, les obstacles c'est extérieur et les freins sont plutôt intérieurs, c'est ça? Et les freins sont plutôt intérieurs, oui, oui. Il faut dire que moi j'ai eu de la chance aussi. J'écrivais pas mal, et puis j'étais plus âgée que les autres, et puis j'avais milité, c'est une bonne école quand même. Donc je parlais, j'en ai vu des vertes et des pas mûres de parler en public en étant militante. Ça m'a bien dégrossi. Voilà, je dirais que c'est, ouais, je dirais que c'est ça, mais peut-être que je pense pas à tout. Hein. Réponse. Oui, ça déjà bien, merci beaucoup. Merci. Et je trouve d'ailleurs qu'on n'a pas fait énormément de progrès dans le changement des valeurs et dans tout ça. On fait plutôt une sorte de nivellement du masculin et du féminin. Moi, je suis vraiment pour les mêmes droits, mais moi, j'aime bien le masculin et le féminin. Voilà. Non, je rigole un peu, mais voilà, c'est plutôt cet esprit-là. C'est qu'à la limite, j'aurais trouvé une autre issue. J'étais à l'école sociale, c'était moins par rapport au monde académique. Et j'ai eu la chance ensuite d'avoir cette opportunité comme prof. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas voulu prendre de charge, par exemple. J'avais les petits-enfants, j'avais le nouveau compagnon. Moi, je ne voulais pas être doyen, je ne voulais pas être... voilà, c'est ça. Et je pense que j'ai fait de la recherche parce que je me suis sentie, à un moment donné, à l'école où j'étais, il y a eu l'opportunité de Londres et tout, mais l'école où j'étais, comment rester là, faire la même chose avec les mêmes collègues. Il y a cette curiosité, cette impatience, je pense aussi d'idées. Les idées, ça me venait de la philo. Ça me branchait plus que d'avoir une position, de défendre des idées. Voilà, ça c'est moi. Hein. Assad voulait te poser une question aussi. Assad? Oui, merci Laurent. C'était chouette d'entendre ta voix à nouveau, Margarita. Ça faisait très longtemps, en fait, maintenant que j'y pense. Les moments que tu as passés à l'ULB, c'était vraiment chouette pour nous aussi. Hein. On était, je crois, on n'était pas encore très nombreux dans l'équipe. Et on avait mis beaucoup d'espoir, en fait, dans ta présence en Soko. Mais c'est vrai que l'atmosphère en Soko était pas très saine. Je dirais. Ils s'entretuent, en fait. Oui, et ils le font toujours. toujours. Je crois que tu as bien souffert, là. Tu as bien souffert des guéguerres qui existaient dans ce milieu. J'échappais, moi. Oui, oui. J'ai eu des éclaboussures. Oui. Alors, en t'écoutant, là, j'ai une anecdote à raconter. Donc, quand tu racontes, là, que tu as été inspiré par Axel Honneth quand tu as lu le livre, et je suppose que tu l'as lu en traduction française. Hein? Oui. Donc, c'est le mot reconnaissance qu'ils ont utilisé en français. C'est pour lequel c'est très dur à traduire en anglais, en fait. Parce qu'en anglais, il y a plusieurs termes différents qui ont des significations assez différentes l'un de l'autre. Alors, j'ai entendu exactement la même histoire de la part de Bernd Simon. Je ne sais pas si tu le connais, mais il est à Kiel et il y a
dizaine d'années maintenant, oui, je crois. C'était en, oui, une dizaine d'années. Il m'a raconté, 10 ans exactement en fait, il m'a raconté l'histoire que la lecture de Axel Honneth a changé aussi un petit peu sa carrière. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire, s'il te l'a raconté, mais pour lui, donc c'était plus que la reconnaissance. Donc pour lui, la reconnaissance n'était pas suffisante. Il fallait du respect. Et tu sais, ça me chipotait un petit peu quand je t'entendais, parce que je me suis dit, est-ce que c'est une question de traduction? Parce que c'est vrai que lui, il a lu en allemand, parce que l'original est en allemand. Oui, oui, bien sûr. Moi, je ne connais pas l'allemand, mais je connais l'anglais. Donc, j'ai cherché un petit peu. Et en anglais, recognition n'a pas le même sens que reconnaissance. C'est surtout lié à la mémoire. C'est acknowledgement. Oui, oui. Oui, Mais oui, oui, acknowledgement, le problème, c'est que ça peut dire que tu reconnais l'existence de quelqu'un sans nécessairement le respecter. Et d'ailleurs, acknowledgement peut aller avec mépris aussi. oui, 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 Tu vois? absolument, absolument. Et donc, pour lui, il fallait aller au-delà de la Oui, il a raison. reconnaissance. Et c'est le terme respect qu'il a pris donc, et qu'il a utilisé notamment dans ses publications en anglais. Donc, respect. D'accord. Donc, je voulais te D'accord. demander, Ok. en français, j'ai l'impression que le terme reconnaissance, eh bien, c'est comme si elle inclut d'office une sorte de reconnaissance égale à égale, mais je ne suis pas sûr de cela. Parce que il est vrai que Axel Honneth parlait de reconnaissance, je crois, dans le sens de reconnaissance comme égale. Alors, je vais te dire comment j'ai réfléchi à la question Oui, pour mon travail. Reconnaissance permettait d'inclure la question non pas du respect, mais des droits, comme seule reconnaissance à part entière. Et moi, je dirais que le respect est plus adéquat, le terme est plus adéquat pour la sphère domestique. Ouais. Et moi, je le réserverais pour ça. C'est bien sûr, il y a un respect quand on a les droits, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu as raison, parce que là, tu rejoins ce que j'ai fait sur la justice procédurale, parce que du point de vue de minorité, ce que je pensais, moi, en tout cas, ce que j'ai démontré, c'est que les minorités voulaient une reconnaissance de droit, donc une reconnaissance d'égalité, et si ce n'est pas l'égalité, au moins de l'égalité de pouvoir influencer. Oui, exactement. Ouais. Alors, de pouvoir influencer, moi j'ai ajouté en fait dans la troisième sphère, ça me revient maintenant, la sphère de la voix. La sphère de la voix. À la fois, oui, c'est ça, voice. De pouvoir parler. Oui, c'est ça. C'est comme une sphère, non seulement tu n'es pas seulement reconnu par les autres, mais tu es habilité à parler. Oui, à t'exprimer. À dire et à influencer. Oui. Et je la trouve très, très importante, en fait, aujourd'hui. Mais c'était chouette de t'entendre. Je suis désolée d'avoir raté le repas l'autre soir. Oui, moi aussi, j'étais désolée. Je t'en veux beaucoup. Cette pandémie-là nous perdure complètement. Il y a tout le monde chez toi, hein? Oui, oui, oui. J'aurais bien aimé les voir tous. Oui, moi aussi, j'aurais bien aimé te voir et te voir chez nous d'ailleurs, mais bon. Ce sera pour une autre fois, j'espère. Peut-être que je reviens fin juin, début juillet. Ah, ça, ce serait sympa. C'est même sûr. Toujours un clin d'œil à Laurent, parce que je lui dis peut-être, il dit « Ah bon, c'est chouette. Ah mais non, mais tu viens !» Parce que Margarita donnera une keynote dans le cadre d'un colloque qu'on organise sur l'éducation interculturelle. Je vous donnerai les informations. Donc volontiers, Assad viendra avec des chocolats suisses. Ah oui, oui. Ah, là, on risque de se battre. En tout cas, un tout grand merci, Margarita. Je pense que tu as vraiment excédé nos attentes. Excusez-moi, parfois je suis un peu familière. Mais c'est ça qui est chouette. Non, mais je suis comme ça aussi. Voilà, en tout cas, on peut t'applaudir.
le monde et merci pour votre présence à distance. Merci. Hein. J'espère que le son est tout bien. Et à tout bientôt. Alors. À bientôt, enfin j'espère. Attends, je peux l'éteindre. Là, tu m'excuses pour la réunion.